C'est une avancée inédite qui pourrait permettre de nouvelles découvertes pour faire face notamment à des maladies neurodégénératives ou encore psychiatriques. Des images du cerveau jusque-là jamais vues ont été dévoilées ce mardi par le CEA, un acteur majeur de la recherche en France. Alors on a eu la chance de découvrir en avant-première comment tout cela s'est fait en allant visiter l'IRM Easult, ou ISE selon votre prononciation, une machine extrêmement puissante qui promet des avancées médicales majeures. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, un sujet qui change, un sujet scientifique donc. On va comprendre pourquoi cette avancée est aussi capitale. Alors déjà, rappelons les bases, c'est quoi un IRM ou une IRM d'ailleurs, les deux se disent, dans le milieu médical on dit surtout une IRM et chez les chercheurs on dit plutôt un IRM. Bref, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. C'est une technique d'imagerie médicale qui permet de visualiser l'intérieur du corps humain. C'est basé sur l'utilisation de champs magnétiques pour produire des images. Et dans le cas de l'IRM, eh bien, c'est en fait un gros aimant qui permet de créer ce champ. D'ailleurs, pour information, l'unité de mesure du champ magnétique, eh bien, c'est le Tesla. Alors, à la différence du scanner, eh bien, l'IRM ne produit pas de rayons X, donc il n'est pas nocif. En revanche, à cause de l'aimant, lors de l'IRM, il est formellement contre-indiqué d'avoir des objets métalliques sur soi, comme une montre ou encore des implants médicaux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le champ magnétique est intense, et donc l'aimant utilisé, eh bien, plus la résolution de l'image obtenue est précise. C'est donc pour cela que le CEA a cherché à monter le champ magnétique des IRM en tentant donc de développer l'aimant le plus puissant au monde. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait et quelles sont les caractéristiques de ce super aimant? En fait, ça fait plus de 20 ans que le CEA travaille sur cet aimant. Au début, personne vraiment voulait avancer avec eux sur le projet puisqu'il était jugé trop risqué. Mais finalement, eh bien, le CEA a trouvé des partenaires français et allemands qui font partie du projet Easult, qui est donc une initiative franco-allemande. Et donc, comme nous l'a expliqué Quentin Guillard, qui est responsable de l'exploitation de cette IRM, c'est finalement en 2017 que cet aimant hors du commun est arrivé au CEA de Paris-Saclay. Ça se passe donc en Ile-de-France. L'aimant Easult, donc sa première caractéristique unique, majeure, c'est son champ. C'est les 11,7 Tesla. Et pour obtenir ces 11,7 Tesla, on a eu besoin de concevoir, le CEA a eu besoin de concevoir un aimant qui fait 5 mètres de diamètre, 5 mètres de long. Bon, j'avoue, dit comme ça, on se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire 11,7 Tesla, mais pour vous donner un ordre de grandeur, en France, jusqu'à présent, les IRM les plus puissants, ils étaient à 7 Tesla. Il y en a quelques-uns en France, dont un à Saclay justement, mais les IRM les plus souvent utilisés, ceux en l'occurrence qu'on retrouve par exemple dans des hôpitaux français, eh bien, ils ont un champ magnétique qui varie entre 1,5 et 3 Tesla. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant évidemment. Et c'est d'ailleurs une première mondiale puisque avant cette IRM, l'IRM le plus puissant, il était aux États-Unis. Il avait un champ magnétique de 10,5 Tesla. C'est donc désormais un record français. Et cet aimant, pour se transformer véritablement en IRM, eh bien ça a été testé au départ sur des potimarrons. Oui, on a demandé d'ailleurs à Alexandre Vigneault, qui est directeur de recherche au CEA, pourquoi ils avaient choisi un potimarron pour faire ce test. Si vous avez en tête la structure d'un potimarron, à l'intérieur c'est fibreux et donc ça c'était intéressant pour nous pour montrer qu'on était déjà capable de faire de jolies choses. Suite à ces essais, les chercheurs ont donc eu le droit de tester la machine sur des humains. Ils ont donc obtenu les premières images du cerveau en juillet dernier. Raphaël est un volontaire qui a participé à l'étude. Il est resté 1h30 à l'intérieur donc de l'IRM. C'est compliqué parce que pour que les chercheurs puissent faire de belles images, il faut limiter les mouvements au maximum. Donc 1h30 en limitant les mouvements le plus possible, c'est assez compliqué, mais c'est supportable. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour passer le temps, Raphaël nous a raconté que les chercheurs lui avaient proposé de regarder un documentaire animalier pendant donc cette IRM, mais le tout sans le son, tellement cette machine était donc bruyante. Bon, mais alors une fois qu'on a dit ça, à quoi ça va servir concrètement? Déjà, il faut savoir que cette IRM à très haut champ, eh bien, elle est destinée uniquement pour de la recherche de pointe en imagerie. C'est donc évidemment pas quelque chose qu'on retrouvera à l'hôpital. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que grâce à cette IRM, on va pouvoir obtenir des images du cerveau d'une précision inatteignable jusqu'ici. Ça va donc permettre de mieux comprendre la structure et le fonctionnement du cerveau, mais aussi ses dysfonctionnements. Les chercheurs espèrent par exemple faire des découvertes sur les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, mais aussi certaines maladies psychiatriques. En effet, aujourd'hui, les IRM classiques ont du mal à donner des informations pertinentes dans le domaine de la psychiatrie. Concernant les maladies psychiatriques, on pense à s'intéresser aux
troubles bipolaires en particulier. On sait que le lithium fonctionne dans cette maladie-là, mais on ne sait pas vraiment de quelle manière. Avec un IRM tel que celui-là, on va pouvoir voir de manière très fine comment il se distribue dans le cerveau et on pourra corréler la manière dont il se distribue dans le cerveau à la réponse clinique. Enfin, l'objectif avec cette IRM, c'est aussi de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne pour certaines tâches assez simples, entre guillemets, comme la lecture ou encore le calcul. Ça pourrait permettre aussi de mieux appréhender certaines pathologies, comme la dyslexie ou encore la dyscalculie, qui est un trouble spécifique lié aux mathématiques. Bref, ça me semble intéressant de changer un petit peu de type de sujet aujourd'hui et de vous dévoiler donc ces éléments qu'on a pu voir en avant-première. N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires et sur Spotify notamment en podcast si ces sujets scientifiques vous intéressent, au-delà évidemment de l'actualité internationale, etc., qu'on continue à traiter au quotidien. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. 7 membres de l'ONG World Central Kitchen, qui livrent de la nourriture aux habitants de la bande de Gaza, ont été tués selon l'ONG par une frappe de l'armée israélienne ce lundi. Parmi ces personnes, 4 sont étrangères. Les bénévoles venaient de livrer 100 tonnes d'aide alimentaire avant d'être touchés par la frappe. Depuis le début de la guerre, l'ONG américaine a participé aux opérations de secours, notamment en fournissant des repas aux habitants affamés de Gaza. Mais suite à cette frappe, elle a décidé de suspendre ses activités dans la région. Alors l'armée israélienne a déclaré, je cite, qu'elle allait passer en revue l'incident tragique au plus haut niveau pour comprendre les circonstances. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté admis une frappe, je cite, non intentionnelle. En tout cas, la communauté internationale exige des explications. A noter toujours sur Gaza que le député Émeric Caron, qui fait partie du groupe Révolution écologique du vivant, apparenté à la France insoumise, souhaite diffuser des images de la guerre dans la bande de Gaza à l'Assemblée nationale. Selon les informations du Parisien, il rassemble depuis plusieurs semaines des images tournées sur place par les habitants ou les reporters de guerre. Certaines de ces vidéos ont déjà été publiées sur ses réseaux sociaux. Le but, documenter, je cite, les atrocités commises par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. En novembre, un film montrant des images des massacres du 7 octobre, qui avait été regroupé par les autorités israéliennes, a été diffusé à l'Assemblée nationale. Deuxième actu, une grève des enseignants a eu lieu ce mardi pour demander entre autres la fin du dispositif Choc des savoirs, annoncé par le Premier ministre Gabriel Attal, et une revalorisation salariale. C'était la 3e mobilisation depuis les annonces du gouvernement. Concrètement, les syndicats enseignants protestent contre les groupes de niveau qu'ils considèrent comme un tri des élèves et une forme de discrimination pour les élèves les plus en difficulté. Les syndicats demandent aussi un plan d'urgence pour le département de la Seine-Saint-Denis qui est très défavorisé. Si vous voulez en savoir plus sur cette grève, je vous mets des liens en description. Troisième actu, et ça concerne toujours l'éducation, un rapport parlementaire sur le financement public de l'enseignement privé a été présenté ce mardi par le député LFI Paul Vannier et le député Renaissance Christopher Weisberg à l'Assemblée nationale. Bon, déjà, il faut savoir que 17% des élèves en France sont scolarisés dans des établissements privés qui sont financés à minima à 75% par la puissance publique selon les députés. Concrètement, les députés exigent donc plus de contrôle financier dans les établissements privés en France, notamment dans les établissements catholiques qui sont largement financés par l'argent de l'État. Le manque de transparence sur les sommes destinées à ces établissements est également dénoncé. Le ministère de l'Éducation nationale parle d'environ 10 milliards d'euros répartis entre l'État et les collectivités sans donner plus de précision. Enfin, le rapport dénonce des pratiques de détournement d'argent public. Par exemple, certaines heures supplémentaires d'enseignants qui sont déclarées et payées via l'argent public ne sont en réalité pas effectuées dans les établissements. Autre cas, le détournement du forfait communal, une contribution versée par les communes et qui peut servir à financer des dépenses qui sont interdites par la loi. Quatrième actu, de nouvelles opérations PlaceNet XXL pour lutter contre le trafic de drogue ont été réalisées ce mardi matin dans plusieurs villes de France comme Nantes, Toulouse et Strasbourg, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. À Toulouse, une centaine de policiers ont été mobilisés pour plusieurs interventions dans certains points de deal de la ville. Plusieurs suspects ont été interpellés et des saisies de drogue, de véhicules et d'argent ont été faites selon la police. Depuis l'inauguration du dispositif PlaceNet XXL le 19 mars dernier à Marseille par Emmanuel Macron, plus de 1700 personnes ont été interpellées. Cinquième actu, le député écologiste Julien Bayou a démissionné ce mardi de son poste de député et a quitté son parti Europe Écologie Les Verts alors qu'il est accusé par son ex-compagne de violences psychologiques. Julien Bayou avait annoncé le 7 mars qu'il se mettait en retrait de son groupe et de son parti, mais il avait reçu en fin de semaine dernière le soutien du groupe écologique qui avait refusé
décidé de l'exclure au sein de l'Assemblée nationale, ce qui avait suscité une vague de critiques au sein du parti. Ce samedi, près de 80 adhérents avaient appelé à une grève militante pour protester. 6e actu, au Pérou en Amérique du Sud, 6 des 18 ministres du gouvernement ont démissionné ce lundi, 2 jours après une perquisition au domicile de la présidente du pays, Dina Boluarte, qui est accusée de corruption. Concrètement, elle est visée par une enquête sur des faits présumés d'enrichissement illicite liés à des montres de luxe Rolex qu'elle est soupçonnée de posséder, mais qu'elle n'aurait pas mentionné dans sa déclaration de patrimoine. L'affaire du Rolex Gate a éclaté à la mi-mars quand un site d'information local a publié des photos montrant Dina Boluarte avec différentes montres de luxe alors qu'elle était au gouvernement en 2021 et 2022. Alors suite à leur démission, 6 nouveaux ministres ont prêté serment lors d'une cérémonie organisée dans la soirée de lundi. De son côté, l'opposition demande la destitution de la présidente. On suivra ça. 7e actu, en France, un pic de chaleur est attendu en fin de semaine selon les prévisions de Météo France. Concrètement, dès ce jeudi, les 20 degrés seront atteints sur toute la moitié sud du pays et la chaleur touchera toute la France à partir de ce week-end. Par exemple, il fera jusqu'à 31 degrés à Bourges, dans le centre Val-de-Loire, et 28 degrés à Paris, des températures qui sont largement au-dessus des normales de saison. Cette hausse des températures s'explique par une masse d'air chaud qui remonte de l'Afrique du Nord. A noter que Météo France a prévenu la semaine dernière qu'il fallait s'attendre à une fin de printemps et un début d'été particulièrement chaud en France, mais aussi pour le reste de l'Europe de l'Ouest et le bassin méditerranéen. On termine par une bonne nouvelle. En Thaïlande, la légalisation du mariage homosexuel a été adoptée en première lecture au Sénat ce mardi, après le vote des députés qu'il avait adopté la semaine dernière. Alors avant que le texte soit promulgué par le roi du pays, Maha Vajiralongkorn, le texte doit désormais partir en commission pour études plus détaillées, avant un 2e puis un 3e vote des sénateurs, probablement pas avant juillet. Si la loi passe, la Thaïlande deviendra le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour tous et le 3e pays du continent après Taïwan et le Népal. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.